Très bien, donc on va changer d'enveloppe. On va passer dans ce qu'on appelle communément les enveloppes externes et on va s'intéresser au cycle du carbone. Donc j'ai monté cette présentation avec Pierre Barré qui a présenté Eric, mais il n'est pas là aujourd'hui, donc je vais présenter tout seul. Il est spécialiste du carbone continental et en particulier du carbone dans les sols. Et je suis plutôt spécialiste du carbone dans l'océan, donc si vous avez des questions sur la partie plus continentale et en particulier carbone dans les sols, je serai peut-être un peu moins à même de vous répondre. Donc je vais parler du carbone terrestre et océanique et en fait je vais même élargir un peu cette présentation pour démarrer sur les émissions de carbone. Donc je vais partir des émissions de carbone anthropiques, faire un petit point sur ces émissions de carbone anthropiques et puis ensuite je vais passer par l'atmosphère évidemment et vous amener jusque dans l'océan et dans la biosphère continentale pour vous montrer où est le carbone qu'on a relâché dans l'atmosphère depuis quelques décennies. Donc c'est une thématique que vous enseignez, c'est une thématique qui bouge beaucoup parce que le système qu'on regarde, si vous le regardez aujourd'hui ou si vous l'avez regardé il y a 10 ans, il est différent parce qu'on a rajouté du carbone, parce que la quantité de carbone dans l'océan a changé, ce qui s'est passé sur la biosphère continentale a changé. Donc c'est un système qui bouge. C'est un système aussi qu'on étudie, il y a beaucoup d'équipes dans le monde, donc il y a aussi des connaissances qui avancent. Et enfin, c'est un système pour lequel on a beaucoup de ressources, et souvent des ressources en accès libre. Donc toutes les bases de données sur lesquelles souvent j'ai construit les graphes qui sont ici, elles sont en accès libre, et donc on peut y accéder. Il y en a certaines qui sont faciles à exploiter, d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Donc j'ai aussi essayé pour vous de vous indiquer quand c'était possible, où étaient ces bases de données, où est-ce qu'on pouvait récupérer les figures. Et c'est intéressant parce que la plupart de ces figures, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles bougent. Et donc on a besoin de les updater régulièrement. Le cours que vous allez donner cette année ou dans 5 ans, vous n'aurez pas les mêmes valeurs, pas les mêmes chiffres et du coup pas les mêmes figures. Et donc c'est intéressant d'être capable de retourner sur les sites qui vous proposent ou les données directement ou alors les figures qui sont construites à partir de ces données. Voilà. Et finalement, le meilleur exemple, c'est cette courbe-là, qu'on appelle la courbe de Keeling, du nom du scientifique américain qui est le premier à installer cette station de mesure à Mauna Loa sur l'archipel d'Hawaï. Donc c'est la plus longue série temporelle de mesures du CO2 dans l'atmosphère. On démarre en 1958, donc il était en thèse, Charles Keeling, à la Scripps, à San Diego. Et on a cette très longue série temporelle jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'ai récupéré la semaine dernière sur le site de la Scripps où ces données sont présentées. Donc on est capable tous les jours d'aller récupérer les données avec la courbe du CO2 de Keeling updatée le plus récemment possible. Et donc voilà, la dernière valeur pour le 14 octobre, la moyenne sur 24 heures, c'est 401,84 parties par million en volume du CO2 à Mauna Loa. Et cette courbe célèbre, on part en 315 en 1958 et on a dépassé 400 ppm l'année dernière. Et donc, c'est un seuil symbolique. On reviendra un peu là-dessus à la fin de la présentation quand on fera les liens avec l'accord de Paris en particulier. Donc voilà, ça c'est évidemment une des courbes que vous présentez avec le site sur lequel vous pouvez la récupérer. Un point rapide, je vais très peu parler du climat. Finalement, je vais me concentrer sur le cycle du carbone et essayer de vous montrer comment les molécules de CO2 puis les atomes de carbone voyagent dans ce système externe. Mais évidemment, le lien est très fort entre l'augmentation du CO2 et le changement climatique observé au cours des derniers 250 ans. Et ici, vous avez cette figure qui est issue du dernier rapport du GIEC, paru en 2013-2014, qui compare l'effet du CO2 sur le forçage radiatif, exprimé en watts par mètre carré, avec l'effet des autres facteurs qui font changer le climat. Et donc ici, vous avez l'effet du CO2, c'est de l'ordre de quasiment 2 watts par mètre carré en plus, en 2011 par rapport à 1750. Les autres gaz à effet de serre, d'autres facteurs anthropiques qui ont tendance à refroidir le climat, les aérosols en particulier, avec une très forte incertitude, et puis le total anthropique ici. Et donc ces effets anthropiques sont comparés aux effets naturels intégrés sur ces 250 années. Ça ne veut pas dire que les effets naturels n'ont pas d'effet sur le climat. Les facteurs naturels n'ont pas d'effet sur le climat, mais quand on compare sur ces 250 années ici les effets naturels aux effets anthropiques, c'est évidemment les effets anthropiques qui expliquent la quasi-totalité de l'augmentation du forçage radiatif et donc de l'augmentation de température sur les dernières décennies. Donc ça, c'était pour faire un lien rapide entre CO2 et climat. Je reviendrai un peu là-dessus à la fin de ma présentation. Donc le CO2 dans l'atmosphère, un lien avec le climat. Et ce CO2 dans l'atmosphère, en fait, il cache, et ça vous le savez, un cycle compliqué et des interactions avec toutes les composantes du système Terre. Alors vous ne devez pas, j'imagine, être capable de lire ce qu'il y a écrit sur ce schéma-là. C'est un schéma qui est aussi tiré du dernier rapport du GIEC, paru en 2013. Et là encore, toutes ces ressources et toutes ces figures sont en ligne, accessibles facilement, sur le site du GIEC. Et ça, c'est une figure qui est issue
du chapitre qui s'intéresse au cycle du carbone. Donc il y a un chapitre d'une 50aine de pages qui fait le point sur le cycle du carbone paru en 2013, donc relativement récent. Donc j'ai parlé de l'atmosphère et de l'augmentation du CO2 atmosphérique. Vous avez ici les réservoirs, le réservoir atmosphérique et en rouge l'augmentation sur la période historique depuis 250 ans. Et puis vous avez les flux naturels en noir et puis la perturbation de ces flux naturels en rouge ici vers l'océan et vers la biosphère terrestre. Et puis ensuite on pourra discuter un peu de où va ce carbone dans l'océan et où va ce carbone dans la biosphère terrestre ou continentale. Voilà, donc le CO2 atmosphérique, un cycle du carbone compliqué et un lien avec le climat. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer en 3 points principaux au cours de cette présentation, c'est d'abord d'essayer de vous montrer la façon dont on réalise un bilan du carbone au cours des derniers 50 ans. Donc j'ai cette augmentation du CO2, j'ai des émissions et je veux savoir comment le carbone s'est réparti dans les différents réservoirs qui constituent le système Terre. Donc je vais essayer d'insister sur les méthodes, d'insister sur les ressources que vous pouvez trouver en ligne qui vous permettent de reconstruire ce bilan de carbone. Ensuite, j'ai une deuxième partie où c'est peut-être plus le cœur du sujet qui nous avait été alloué, mais on va s'intéresser à l'océan et à la biosphère terrestre, et je vais essayer de montrer où va ce carbone, comment ce carbone anthropique interagit avec le cycle naturel du carbone, qui est lui aussi très dynamique dans ces deux milieux. Et puis dans la troisième partie, je reviendrai sur le climat. Et j'essaierai de faire le lien entre le cycle du carbone et un climat qui change, et vous montrer qu'on est nombreux à s'intéresser à la rétroaction entre le climat et le carbone. Le climat, enfin l'augmentation du CO2 perturbe le système climatique, ça je vous l'ai déjà montré, vous le savez évidemment, mais le fait que le climat change perturbe la façon dont fonctionne le cycle du carbone, et donc on a une rétroaction entre carbone et climat, avec des implications potentielles sur nos projections de l'état du système climatique au XXIe siècle. Voilà, donc les 3 points. J'imagine que ce point-là, j'essaie de vous donner les derniers chiffres, donc c'est des chiffres qui bougent beaucoup, parce que tous les ans on update ce bilan de carbone. Ces points-là, c'est plus de la science un peu plus fondamentale sur les mécanismes qui régulent à la fois les flux de carbone et les interactions entre climat et carbone. Alors on commence sur le bilan de carbone, et on va commencer par l'atmosphère. On commence à observer l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Je vais vous montrer où le CO2 augmente, et puis ensuite on s'intéressera aux raisons qui font augmenter ce CO2 et à la partition du CO2 émis dans l'atmosphère dans les puits de carbone. Donc voilà, le CO2 qui augmente à Mauna Loa, c'est la même courbe que précédemment. Et donc il y a en fait plein de choses très intéressantes à regarder ou à analyser quand on s'intéresse à cette courbe-là. Évidemment, ce qu'on voit au prime abord, c'est le fait que le CO2 augmente assez fortement, et c'est évidemment les effets de l'activité humaine, cette augmentation du CO2, mais on voit beaucoup d'autres choses sur cette courbe. On voit un cycle saisonnier, ici, un peu moins de 10 ppm à Mauna Loa, le cycle saisonnier. On voit des variations décennales. Il y a ici, par exemple, 10 ans où ça augmente, ou 5-6 ans où ça augmente un peu moins vite. Ça augmente nettement plus vite au cours des 10-15 dernières années. Et puis on voit des accidents interannuels avec des années où le CO2 a augmenté très fortement. Et donc en faisant la dérivée temporelle de cette courbe-là, on obtient ici le taux de croissance du CO2. Donc là, on est en ppm, partie par million en volume, et ici, vous êtes en ppm par an. Et ce que je vous racontais sur la variabilité décennale ou interannuelle, ça s'exprime très bien sur la dérivée temporelle du CO2, avec des années où le CO2 augmente très fortement ici, des années où le CO2 augmente assez peu dans l'atmosphère, et puis par décennie, des paliers ou des variations assez importantes entre les différentes décennies. Donc on reviendra un peu sur les raisons qui expliquent cette variabilité d'augmentation du CO2. Donc là, c'est ce qu'on peut faire à partir de Mauna Loa. Ces données, vous pouvez les récupérer par mois, par an, vous pouvez jouer avec, évidemment, pour fabriquer vos propres courbes ou pratiquer les analyses que vous avez envie ou dont vous avez envie que les élèves s'emparent. Alors évidemment, on a du CO2. Je vous montre une petite vidéo qui a été préparée par nos collègues américains qui travaillent à la NOAA, ici dans le Colorado, à Boulder, où ils ont cette fois-ci exploité non seulement les données de Mauna Loa qui démarrent en 1958, on a aussi des données au pôle sud qui démarrent à peu près à la même époque, des données de Keeling, mais depuis on a plus d'une centaine de stations qui mesurent le CO2 dans l'atmosphère. Au départ, dans des endroits plutôt loin des sources anthropiques, parce qu'on essayait de comprendre l'évolution background du CO2 dans l'atmosphère, et puis on a de plus en plus des données dans toutes les régions du monde. Et donc si ça fonctionne, je vous montre ça. Alors vous avez ici finalement le pôle sud, le pôle nord. Le point bleu, c'est les données à Mauna Loa, et le point bleu, c'est les données au pôle sud, et le point rouge, c'est les données à Mauna Loa. Et on a démarré en 1979 ici, et puis vous avez les années qui défilent. Vous avez les deux mêmes courbes ici, Mauna Loa en rouge, et puis en bleu le pôle sud. Et puis vous voyez les points noirs, c'est les nouvelles stations qui apparaissent.
et donc pour lesquels on a des séries temporelles qui sont moins longues. Et donc cette petite animation, elle vous montre, donc elle est récupérable ici sur le site de GlobalView. Vous voyez où sont les nouvelles stations, celles qui disparaissent potentiellement, celles qui apparaissent, c'est toujours Mauna Loa et Pôle Sud, on est dans les années 90. Et on voit des choses très intéressantes. On voit qu'effectivement, la concentration de fond de l'atmosphère, elle augmente de façon assez régulière, qu'on soit dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. On voit sur le cycle saisonnier dont j'ai parlé tout à l'heure des choses intéressantes aussi. Le fait qu'on a un cycle saisonnier très marqué dans l'hémisphère nord, beaucoup moins marqué dans l'hémisphère sud. Ça nous renvoie directement aux effets, aux échanges avec la biosphère terrestre. On le voit aussi ici sur ces séries temporelles-là. Et puis on voit quelques stations, on voit les stations en gris clair ici. C'est des stations qui sont continentales, qui sont souvent près des sources anthropiques ou alors biosphériques terrestres, et qui montrent des signaux qui vont s'éloigner de cette moyenne zonale qui a l'air, elle, assez régulière. Donc en combinant ces données de CO2 à Mauna Loa et puis ce qu'on a ici au pôle Sud ou dans d'autres stations, on est capable de dresser un film de la façon dont le CO2 augmente, et on commence à comprendre un peu les différents mécanismes qui vont réguler ce CO2 atmosphérique. Donc beaucoup de choses intéressantes à faire sur ces données de CO2, et on va essayer de revenir sur les raisons qui expliquent ces variations ici, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, les échanges avec les différentes composantes du système Terre. Donc voilà, aujourd'hui on a ce système de suivi du CO2 dans l'atmosphère. Alors GlobalView, peut-être aussi vous tomberez sur le site du projet européen qui s'appelle ICOS, qui s'intéresse à la mesure du CO2 en Europe. Vous avez toute une série de stations européennes également. Voilà. Et donc ce petit film, ensuite, je vais l'arrêter là, mais c'est intéressant, il revient dans le passé et il vous montre comment cette augmentation ici se compare avec ce qui s'est passé au cours des précédents millénaires et puis même au cours des dernières dizaines de milliers d'années en rajoutant les données de carottes de glace. Alors voilà pour l'atmosphère. Évidemment, la principale cause de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, c'est cette augmentation ici, qui paraît évidemment énorme quand on compare à la variation passée des 2 derniers milliers d'années, et puis ici des cycles glaciaires-interglaciaires, je reviendrai là-dessus à la fin. Mais donc c'est sur cette augmentation ici que je vais focaliser les prochains transparents. Alors on commence par discuter un peu des émissions de carbone anthropique liées à la combustion des fuels fossiles, donc pétrole, charbon et gaz, et puis liées à la déforestation. Et puis ensuite on viendra sur les puits océaniques. Alors quelques mots sur les unités, que vous utilisez sans doute déjà. Pour l'instant, j'ai parlé de ppmv, donc c'est une fraction en volume de l'atmosphère. Et ici, pour les émissions, on utilise d'autres types d'unités. On utilise des flux en masse de carbone. Donc là, je suis en gigatonnes de carbone, donc milliards de tonnes de carbone. On utilise aussi l'unité pétagramme de carbone. Donc ça, c'est des 10 puissance 15 grammes de carbone. C'est la même chose que des gigatonnes de carbone. Et donc, peut-être un chiffre à retenir ici, c'est que ça, c'est les chiffres pour 2014. En fait, 2015, on est assez stable, autour de la valeur de 2014 à 9,9. Donc les émissions de carbone sous forme de CO2 liées à la combustion des fossiles fuels et à la fabrication du ciment, c'est quasiment 10 milliards de tonnes de carbone par an. J'ai parlé de l'accélération de l'augmentation du CO2. Cette accélération, on la voit très bien sur les émissions. Il y a une augmentation de 61% des émissions par an depuis les années 90. Donc entre les années 90 et les années 2010-2015, il y a eu une très forte augmentation des émissions de CO2. Et on le voit ici, c'est principalement sur les 10 dernières années où ça a augmenté très très vite. Alors si maintenant on essaie de décomposer ces émissions, ici par type de combustible, donc gaz naturel, pétrole et charbon, et de contraster ces émissions de combustibles fossiles avec la partie déforestation, c'est ce qu'on peut faire ici sur ce schéma-là. On est entre 1850 et puis 2015. Alors si on commence à parler simplement des émissions de combustibles fossiles, vous voyez que alors que le charbon était plutôt stable dans les années 80, 90, 2000, on a une augmentation assez forte ici qui explique l'accélération récente des 10 dernières années. Et vous avez la contribution ici du gaz et du pétrole. Bon, ce qui est intéressant de noter sur cette figure, c'est le ratio entre la partie combustible et puis la partie déforestation. Alors qu'au même milieu du siècle, on est quasiment à 50-50, donc de l'ordre de 1 ou 2 gigatonnes de carbone par an liées à la déforestation ou au changement d'utilisation des sols, et les restes liés à la combustion des fossiles fuels. Aujourd'hui, c'est moins de 10% des émissions de CO2 qui est liée à l'utilisation des sols ou à la déforestation. Et ça a beaucoup changé au cours des 20 dernières années. Ça a beaucoup changé parce qu'on a plutôt une diminution d'ailleurs des émissions de carbone qui sont liées à la déforestation, alors que les émissions qui sont liées à la combustion, elles, ont explosé. Donc on a un changement de ce ratio très important au cours des 20 dernières années.
Donc ça, c'est une façon de voir les émissions. Je vais maintenant passer à l'échelle régionale pour vous montrer, surtout pour pointer vers une ressource, à mon avis, très intéressante, qui s'appelle le Global Carbon Atlas, dont voilà le site web. Et donc c'est un site web sur lequel vous pouvez récupérer toutes les émissions par pays, par type de facteurs d'émissions, au cours des 150 dernières années d'ailleurs pour la plupart de ces données-là. Et donc on peut jouer avec ces émissions et réaliser sur le site plusieurs types de figures, mais aussi récupérer les émissions et les analyser chez vous. Alors là, vous avez les émissions toujours donc là, on est en millions de tonnes de CO2 cette fois-ci. Et puis vous avez ces émissions ici par pays. Et donc on voit évidemment les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et puis l'Europe des 28. Je reviendrai à la fin sur l'accord de Paris. Vous avez entendu que pour qu'il soit ratifié, il faut qu'il y ait 55 pays et 55% des émissions mondiales. Et donc évidemment, le fait que certains grands pays ou groupes de pays ratifient l'accord, comme la Chine et les États-Unis récemment, l'Inde aussi, fait qu'on a dépassé cette barre, ou qu'on dépasse cette barre des 55%. Donc voilà, ça c'est une façon de regarder les émissions sur une carte. Toujours sur le site du Global Carbon Atlas, on peut regarder les émissions ici par grand pays ou groupe de pays. Et donc vous avez les émissions toujours ici en millions de tonnes de CO2 pour la Chine, les États-Unis, l'Europe des 28 et puis d'autres pays. Alors là, c'est les émissions qu'on dit territoriales. Donc on compte les émissions par pays ou groupe de pays à l'endroit où le CO2 est émis. Et évidemment, il y a d'autres façons de compter les émissions. Et c'est ce qui complique les négociations. Ici, vous avez un autre graphe qui compte les émissions par consommation. Donc on ne compte plus les émissions là où elles ont été émises, mais on compte les émissions là où vous consommez un produit dont, pour la production, il a fallu émettre du CO2. Et donc évidemment, si vous faites ça, vous allez basculer une partie des émissions chinoises en Europe et aux États-Unis, et c'est ce que vous avez ici. Donc vous réduisez assez fortement les émissions chinoises et vous augmentez assez fortement les émissions des pays qui importent des produits manufacturés. Les États-Unis ici en violet, et puis l'Europe des 28 en bleu. Et puis ensuite, toujours sur ce site, on peut jouer et diviser les émissions par le nombre d'habitants ou par le PIB de chacun des pays. Et là, vous avez la division de ces émissions par pays par le nombre d'habitants dans chacun de ces pays. Et là, évidemment, le classement des émetteurs de CO2 change complètement. Et la Chine, qui était le premier émetteur par pays, se retrouve très loin dans le classement des différents pays. Enfin, très loin, relativement loin dans le classement des différents pays ici, en millions de tonnes de CO2 par habitant. Et puis vous avez les États-Unis qui étaient ici, se retrouvent très haut dans le classement, 4e. Alors tout en haut, vous devez avoir le Qatar peut-être. Alors là, c'est consommation, donc c'est peut-être pas les pays producteurs de pétrole, mais vous devez avoir quand même quelques-uns de ces pays-là. Et vous avez l'Europe des 28 ici, qui est ici peut-être au 20e ou 30e rang des pays les plus émetteurs de CO2. Donc voilà, donc je vous conseille ce site-là, il est très bien fait. Il y a une partie outreach, communication, avec des choses intéressantes qu'on peut montrer aux élèves sur la façon dont fonctionne le cycle du carbone. J'ai parlé du CO2 dans l'atmosphère, j'ai parlé des émissions, et évidemment on a envie de comparer ces deux grandeurs. Et je vous montre maintenant peut-être la figure la plus importante pour les scientifiques qui s'intéressent au cycle du carbone, c'est la superposition de la courbe des émissions et puis de la courbe des concentrations de CO2. Et donc pour faire ça, vous êtes obligé de convertir vos ppmv de CO2 dans l'atmosphère en pétagrammes de carbone. Donc si vous voulez être en flux et en émissions, convertir des pétagrammes de carbone par an en ppmv par an ou des ppmv par an en pétagrammes de carbone par an. Et donc ça, c'est assez facile à faire. Il faut passer d'un ratio de volume dans l'atmosphère à une masse de carbone. Et le chiffre magique qu'on utilise toujours pour passer de ces pétagrammes en ppmv, c'est 2,12. Donc quand vous avez 1 ppm de CO2 dans l'atmosphère, ça correspond à 2,12 pétagrammes de carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, vous êtes capable de jouer avec ces différentes grandeurs, et en particulier de jouer avec les émissions de CO2 et le taux de concentration du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, on est en pétagrammes de carbone par an. Les émissions, c'est celles que je vous ai montrées auparavant. Là, on s'arrête en 2010. Donc ça, c'est le total des émissions de CO2 avec la déforestation. Ici, vous avez le taux de croissance du CO2 dans l'atmosphère et on compare ces deux grandeurs. Et évidemment, il y a deux choses qui sautent aux yeux ici quand on fait cette comparaison. C'est le fait que vous avez à peu près la moitié des émissions de CO2 liées aux activités anthropiques qui s'accumulent dans l'atmosphère. Donc il y a une moitié des émissions qui disparaît quelque part. Et puis une autre chose importante, c'est qu'il y a finalement très peu de variabilité interannuelle
dans les émissions anthropiques de CO2, mais une très forte variabilité interannuelle dans les concentrations, dans le taux de croissance du CO2 atmosphérique. Et donc ça aussi, on va devoir expliquer la variabilité du taux de croissance du CO2 atmosphérique par d'autres facteurs que les émissions. Voilà, et c'est là qu'interviennent les puits de carbone dont je vais parler par la suite, le puits de carbone océanique et le puits de carbone biosphérique terrestre. Donc voilà, schéma très simple, je le reprendrai par la suite dans la dernière partie. Les émissions qui augmentent évidemment le CO2 atmosphérique, c'est ce qu'on a regardé pour l'instant, mais vous avez seulement la moitié des émissions qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et ce qu'on sait, c'est qu'a priori, il y a une partie de ces émissions qui va aller vers l'océan. Ça, on le sait depuis presque le début du XXe siècle. C'est surtout un Américain qui s'appelle Revell, dans les années 50, qui l'a conceptualisé et théorisé. Je reviendrai sur ce qu'il a fait en partie. Mais on sait que le CO2, quand il augmente dans l'atmosphère, vous avez un flux net de CO2 vers l'océan à cause d'une dissolution de cet excès de CO2. C'est ça le facteur principal. Donc ce n'est pas de la biologie ici, c'est juste de la chimie ou de la physico-chimie. Quand vous augmentez le CO2, vous avez une différence de pression partielle positive et donc un flux de CO2 vers l'océan. Et puis on s'est aussi rendu compte, un peu plus tard, dans les années 80, 90, parce qu'on cherchait une partie manquante du carbone, le missing sink, qu'il y avait une partie de ce CO2 qui partait dans les écosystèmes terrestres. A priori, par fertilisation, vous augmentez le CO2, vous augmentez la photosynthèse et la production primaire nette, et vous avez un flux net de carbone dans la biosphère terrestre. Et donc l'équation très, très simple par rapport à celle que vous avez vue hier, c'est ça que je vais regarder aujourd'hui, c'est les émissions, c'est la différence entre le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère, ce delta CO2 qu'on a vu à Mauna Loa, moins un puits qui va vers l'océan, un puits qui va vers la biosphère terrestre. Donc ça, c'est très simple. Mais ce n'est pas si simple de mettre des chiffres derrière ces grandeurs-là. Donc je vous ai montré que ce qu'on connaît très bien, c'est le delta CO2. On observe le CO2 dans plein de stations, le CO2 est bien mesuré, et le CO2 est bien mélangé. Et donc même avec Mauna Loa, finalement, une seule station, on a une bonne idée de ce delta CO2. En ayant beaucoup de stations, on a une bien meilleure idée, mais déjà avec Mauna Loa, on a une idée pas trop mauvaise. Les émissions dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une incertitude, vous l'avez vu sur cette figure-là, une incertitude qui grandit d'ailleurs, parce qu'on a un shift des émissions dans des pays ou des régions du monde où on a un contrôle un peu moins fort sur ces émissions-là, mais on a une incertitude relativement faible. Le problème de la résolution de cette équation, d'essayer de mettre des chiffres et des nombres sur cette équation, c'est qu'on a besoin de séparer le puits océanique du puits biosphérique terrestre. Et ça, c'est assez compliqué, et les scientifiques se sont cassés les dents pendant de nombreuses années sur cette question-là. Alors, je vais vous montrer comment on le fait à l'échelle décennale, à l'échelle interannuelle. Et ces ressources, ici, que je vais utiliser, elles sont aussi disponibles sur un site web. J'ai l'adresse sur un transparent qui suit. Alors, donc on s'est d'abord attaché à essayer de comprendre à l'échelle décennale. J'ai par exemple 10 milliards de tonnes de carbone par an qui ont été émis sur les 10 dernières années, alors c'est un peu moins que ça. J'en ai 4,5, 5 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Je veux savoir ce que deviennent les 5 qui vont partir dans l'océan et qui vont partir dans la biosphère terrestre. Et en fait, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils ont utilisé toute une série de méthodes différentes et ils ont combiné ces méthodes pour essayer de réduire l'incertitude sur cette partition du carbone entre la biosphère continentale et l'océan. Alors vous pourriez me dire, il suffit de mesurer le carbone dans l'océan ou le carbone dans la biosphère continentale. En fait, c'est très compliqué. Quand vous mesurez le carbone dans l'océan, vous mesurez le carbone naturel qui est un énorme réservoir. Et donc le carbone anthropique, c'est une toute petite variation de cet énorme réservoir. Donc c'est dur, à partir de ces mesures, d'en déduire la façon dont évolue temporellement la partie anthropique. Et dans la biosphère terrestre, vous imaginez que pour faire le bilan de tous les écosystèmes naturels, anthropiques, et essayer de mesurer avec ces méthodes dites bottom-up, on part de l'observation du terrain, la quantité de carbone, c'est compliqué. Donc on a essayé de travailler sur des méthodes alternatives, plus intégrées, qui permettent à l'échelle globale de réaliser ces bilans de carbone. Alors voilà, vous avez une liste de méthodes, mais je vais peut-être en utiliser qu'une seule, qui est assez élégante finalement, et qui permet de séparer la partie du carbone anthropique qui va dans l'océan et celle qui va dans la biosphère continentale. Alors cette méthode élégante, elle est basée sur la mesure de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors peut-être d'abord une petite histoire. Donc, j'ai parlé de Keeling, qui est celui qui a... Charles Keeling. Il est mort en 2005, donc il était en thèse en 1958, et puis toute sa vie, il s'est occupé de cette station de mesure, de beaucoup d'autres choses aussi, mais c'est lui qui a maintenu cette station de mesure. Et Charles Keeling, il a un fils qui s'appelle Ralph Keeling, qui travaille aussi à la Scripps, qui est aussi professeur à la Scripps, qui avait dû être passionné par ce que lui racontait son père. Il a fait sa thèse au début des années 90, et lui, il s'est fixé comme objectif de mesurer l'oxygène dans l'atmosphère et la variation d'oxygène dans l'atmosphère. C'est beaucoup plus compliqué parce que
Le CO2, vous mesurez des variations qui sont très importantes par rapport au stock initial. On est passé de 280 à 400 ppm. L'oxygène, vous cherchez à mesurer une toute petite variation par rapport à un énorme réservoir. Donc les méthodes à mettre au point pour mesurer des variations de l'oxygène atmosphérique sont beaucoup plus compliquées à mettre au point. Et donc on a des séries temporelles qui démarrent au début des années 90. Et ce que Keeling fils savait déjà, ou ce qu'on savait déjà à l'époque, c'est qu'a priori l'oxygène diminue dans l'atmosphère. Et c'est ce qu'il a montré ici, et on le voit. Là, c'est deux stations, Alert en Alaska et puis Cape Grim en Australie, où le CO2 diminue avec un cycle saisonnier, mais le CO2 diminue de façon assez importante, pas par rapport au réservoir initial, évidemment, c'est tout petit, mais du même ordre de grandeur en termes de ppm que l'augmentation du CO2. Et donc cette augmentation d'oxygène, elle est liée évidemment à la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. C'est ça le premier facteur qui fait diminuer l'oxygène. C'est le premier facteur qui fait augmenter le CO2, et donc c'est le premier facteur qui fait diminuer l'oxygène. Donc aujourd'hui, dans l'atmosphère, l'oxygène diminue parce qu'on brûle du charbon, du pétrole et du gaz. Ce que Keeling avait deviné à l'époque, c'était qu'on pouvait utiliser l'oxygène comme facteur pour contraindre le cycle du carbone. Et ça, c'est évidemment lié au fait qu'il y a des liens forts entre le cycle de l'oxygène et le cycle du carbone. Alors c'est le cas, ici vous avez l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis vous avez une deuxième équation qui concerne l'oxygène. L'idée c'est qu'avec cette première équation, vous avez une seule équation et deux inconnues, vous ne pouvez pas résoudre le système, et donc il vous faut une deuxième équation. Et donc cette deuxième équation, c'est celle du bilan d'oxygène, et qui va être liée partiellement à cette première équation qui est celle du bilan de carbone. Alors vous avez le premier terme qui est lié aux émissions. Vous savez, en connaissant les facteurs stoichiométriques qui vous permettent, que vous connaissez quand vous brûlez du méthane, par exemple, ou du pétrole ou du charbon, vous savez à peu près combien d'oxygène vous allez consommer. Et donc, on connaît ce facteur stoichiométrique qui va convertir des émissions de carbone en puits d'oxygène ou de dioxygène. Donc, le facteur stoichiométrique alpha, il est autour de 1,4. Donc, vous avez besoin d'1,4 mol de dioxygène pour une mol de CO2. Et puis, dans l'autre partie du bilan ici, le delta O2, c'est ce que vous observez, ce qu'on mesure. Et puis vous avez évidemment un flux qui est lié à la biosphère terrestre. Quand vous avez plus de photosynthèse ou moins de respiration, vous avez un flux d'oxygène qui est lié au flux de carbone, et cette fois-ci un autre coefficient stoichiométrique, bêta, qui celui-là est beaucoup plus proche de 1, qui est autour de 1,1, 1,09 ou 1,08. Et heureusement, ces deux coefficients stoichiométriques ils sont différents, et donc ça vous permet d'apprendre des choses de l'oxygène. Sinon, les flux liés à la combustion ou à la biosphère terrestre, ils auraient été confondus par cette méthode-là. Et puis le troisième point important, c'est que le flux de carbone océanique, j'ai expliqué qu'il était lié à un déséquilibre partiel de la différence de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. Et en fait, pour l'océan, vu la façon dont évolue le réservoir atmosphérique, c'est une toute petite fraction du réservoir atmosphérique, l'océan ne voit pas de variation de l'oxygène atmosphérique. Donc en fait, il n'y a pas de flux d'oxygène qui est parallèle au flux de carbone dans l'océan. Et donc vous avez un système très simple, deux équations ici avec deux inconnus, ce F land et ce F océan. Et donc, si vous faites des moyennes décennales, vous êtes capable de résoudre ce système et de calculer un flux vers l'océan et un flux vers la biosphère continentale. Donc je vous montre une... Alors évidemment, ça c'était début des années 90. On s'est rendu compte de choses plus compliquées. J'ai dit qu'il n'y avait pas de flux dans l'océan. C'est pas vrai, l'océan se réchauffe, donc il perd de l'oxygène. Enfin bon. Donc c'est évidemment plus compliqué que ce que je raconte là, mais le principe de base, il est là. On a besoin d'améliorer ces méthodes et de les corriger, mais le principe, il est là. Et je vous montre la résolution graphique de ce système d'équations. Donc voilà l'augmentation du CO2, la baisse de l'oxygène. Et là, j'ai un graphe où vous avez le CO2 en abscisse et l'oxygène en ordonnée. Alors en fait, on ne mesure pas directement l'oxygène. Ce que mesurait Keeling, c'était des ratios entre le dioxygène et le diazote. Donc vous avez les points noirs, c'est les observations. Sur une dizaine d'années, on part en 91 et on va jusqu'en 99. Et donc le CO2 augmente, le dioxygène diminue. Vous retrouvez ici en 99. Et donc pour aller du point A au point B, vous avez trois vecteurs. Un vecteur qui est lié à la combustion des fuels fossiles, un vecteur qui est lié au puits océanique et un vecteur qui est lié au puits continental. Donc ce vecteur ici, vous connaissez sa pente, c'est alpha, et vous connaissez d'ailleurs la quantité de CO2 qui a été relarguée par les émissions, et donc vous pouvez tracer ce premier vecteur. Et ensuite, pour aller de ce point-là B au point A ici, vous avez besoin de ces deux vecteurs, dont un des deux est horizontal, et vous connaissez aussi la pente du deuxième, bêta, et donc vous pouvez tracer et résoudre graphiquement ce système-là. On peut le faire mathématiquement de façon très simple aussi. Voilà, mais ce qu'on voit tout de suite sur ce schéma-là, c'est que pour expliquer l'augmentation du CO2, qui s'explique d'abord par
les émissions de carbone anthropique, vous avez besoin à la fois de l'océan et de la biosphère continentale. Donc on a besoin des deux puits naturels pour fermer le bilan de carbone à l'échelle décennale. Donc ça, c'est une des méthodes. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été utilisées. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on combine toutes ces méthodes-là pour réaliser ce bilan. Alors là, on n'est plus en gigatonnes, en milliards de tonnes de carbone par an, on est en gigatonnes de CO2. Donc il faut multiplier par 44 divisé par 12 pour passer du carbone au CO2. Et vous avez la moyenne sur une des dernières décennies, 2004-2013. Alors tous ces chiffres, ainsi qu'un détail des méthodes, est disponible sur le Global Carbon Budget. Donc c'est un groupe de scientifiques, je sais pas, 100-150 scientifiques un peu partout dans le monde qui travaillent sur l'atmosphère, sur les émissions, sur l'atmosphère, sur la biosphère continentale, sur l'océan, qui mettent leurs ressources en commun, des données, des modèles, et qui établissent ce budget, ce bilan, et il est updaté tous les ans. Donc tous les ans, à peu près en novembre, donc là, en octobre, la publication elle doit dater d'il y a une semaine à peu près, vous avez les chiffres pour l'année en cours, enfin pour l'année précédente, sur ce bilan de carbone à l'échelle globale. Donc on repart sur les émissions, autour de 30 gigatonnes de CO2 par an. On ajoute la déforestation, donc à peu près 10% des émissions liées à la combustion fossile. Et puis ensuite, vous avez ce que deviennent ces molécules de CO2, 44% qui s'accumulent dans l'atmosphère, et donc qui expliquent cette croissance du CO2 de l'ordre de 2 à 3 ppm par an. Et puis, vous avez à peu près un quart qui va dans l'océan et 30% qui va dans la biosphère continentale. Voilà. Donc là, on utilise la méthode oxygène, on utilise d'autres méthodes aussi, et on utilise en particulier des méthodes qui sont plutôt centrées sur l'océan pour calculer ce bilan de carbone. Voilà, donc là, on a des méthodes qui vous permettent de descendre à l'échelle décennale. L'oxygène, on ne peut pas l'utiliser à l'échelle interannuelle, parce que vous avez des lags temporels qui font qu'on a besoin de moyenner sur plusieurs années pour être plus précis et réduire les incertitudes. Mais dans le bilan de carbone, qui est proposé par le Global Carbon Budget, est aussi proposé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une estimation du puits de carbone annuel. Et donc là, on utilise d'autres types de méthodes, et on utilise en particulier des modèles numériques pour estimer le flux de carbone annuel qui va vers l'océan, et par différence, on obtient celui qui va vers la biosphère terrestre. Et donc là, vous avez juste une image, une petite vidéo d'un de ces modèles de cycle du carbone océanique. Je reviendrai là-dessus dans la dernière partie, qui vous montre qu'on est capable de calculer avec des modèles tridimensionnels de l'océan, qu'on va forcer avec des vents observés, des températures de l'air observées. On calcule des échanges de carbone. On fait aussi évidemment augmenter le CO2 dans l'atmosphère, et donc on est capable de calculer un flux de CO2 vers l'océan. Et une fois qu'on a ce flux de CO2 vers l'océan, qu'on connaît le CO2 atmosphérique et les émissions de carbone, on est capable de calculer le flux de CO2 qui, théoriquement, va vers la biosphère continentale. Voilà, donc ça vous montre un peu les résultats de ces modèles entre 1960 et 2010, qui vous montrent que le flux de carbone vers l'océan, il a augmenté, mais qui varie aussi de façon interannuelle. Il y a des années où l'océan pompe beaucoup de carbone, et puis des années où l'océan pompe moins de carbone. Et on a besoin de connaître ces variations pour établir le budget année après année. Alors, je termine cette première partie sur cette fermeture du bilan. Donc, on commence à avoir une idée, je dirais, assez précise, à l'échelle globale, de cette distribution du carbone dans le système atmosphère, océan, biosphère continentale. Donc là, on parle du carbone anthropique. En positif, ici, vous avez les sources de carbone. On retrouve ce qui est lié à la combustion, ce qui est lié à la déforestation, en gris et en jaune. Et puis ici, vous avez le devenir de ce carbone-là. Vous avez ici, en bleu ciel, le carbone qui s'accumule dans l'atmosphère. Vous avez en bleu foncé le carbone qui rentre dans l'océan. Et puis vous avez en vert, ici, le carbone qui va s'accumuler dans la biosphère continentale. Alors, deux choses intéressantes sur les ordres de grandeur. Donc, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, autour de 10 milliards de tonnes de carbone par an qui sont émises par la combustion des fuels fossiles, de l'ordre de 1 émis par la déforestation. Sur ces 11 milliards de tonnes, vous en avez 4,5, 5 qui vont s'accumuler dans l'atmosphère, 2,5 à peu près, 2,6, 2,7 dans l'océan, et puis de l'ordre de quasiment 2,5, 3 dans la biosphère continentale. Donc voilà les grands ordres de grandeur à l'échelle globale de ce bilan de carbone anthropique dans le système terrestre. Alors évidemment, ça ne suffit pas. Enfin, ça suffit pour avoir les grands chiffres, mais ça ne suffit pas pour imaginer comment le système va évoluer au cours des prochaines années. Ça ne suffit pas parce qu'on a besoin de savoir où est stocké ce carbone. On sait qu'il va dans l'océan avec la méthode oxygène, par exemple, mais on ne sait pas où il va dans l'océan. On sait qu'il y a une partie du carbone qui va dans la biosphère continentale, mais on ne sait pas où il est stocké. On ne sait pas s'il est dans la biomasse aérienne, s'il est dans le sol. Et on a besoin de savoir où est ce carbone parce que
si on a envie de savoir comment va évoluer le système au cours des prochaines décennies, on a besoin de savoir comment le système biosphérique terrestre, par exemple, ou océanique, va répondre au réchauffement, un changement de courant, de stratification, etc. Donc on a besoin de savoir où est ce carbone. Et donc c'est ce que je fais dans ma deuxième partie ici. Je me concentre sur les puits de carbone, alors continental et océanique, revenir un peu sur les processus qui sont importants dans chacun de ces puits de carbone, dans chacun de ces cycles du carbone, et puis essayer de vous montrer quelques-unes des méthodes qu'on utilise pour avoir plus d'idées de la façon dont le carbone est réparti dans ces réservoirs. Alors là, vous avez deux schémas très simples qui font un résumé des grands flux de carbone dans la biosphère continentale ici, et puis des grands flux de carbone dans l'océan. Donc il y a évidemment une différence principale, plein de différences, mais il y a une différence principale ici, malgré le fait que les deux réservoirs pompent à peu près la même quantité de carbone, les processus sont complètement différents. Ici, vous avez un système biologique où votre flux net de carbone, c'est la différence entre des flux biologiques de production primaire brute, de respiration autotrophe, de respiration hétérotrophe et de ce qui va être lié à la respiration du sol ici par exemple et au feu. Donc c'est un système qui est quand même évidemment biologique, éminemment biologique. Et puis ici dans l'océan, c'est un système mixte qui est à la fois chimique. Vous avez besoin de savoir quand votre CO2 se dissout dans l'eau de surface s'il va rester sous forme de CO2, s'il va devenir des ions carbonates ou bicarbonates. Donc il y a une partie de chimie des carbonates. Il est biologique aussi parce que vous avez du phytoplancton, du zooplancton, et donc une partie de ce carbone va entrer sous forme organique dans la chaîne trophique. Et puis il est physique, parce que vous avez le mélange des eaux, la formation des eaux profondes, etc., etc. Et donc ce carbone, même s'il reste sous forme inorganique, va être transporté dans l'océan. Donc deux systèmes qui sont par nature très différents. Alors je commence par la biosphère continentale, j'ai quelques transparents que Pierre m'a passés, je vous montre ça, puis ensuite je vous montrerai peut-être plus de choses sur l'océan, c'est ma spécialité. Voilà, donc voilà le cycle du carbone continental, GPP, les respirations autotrophes, hétérotrophes, et puis ce qui va se passer dans le sol. Alors contrairement à l'océan, où finalement des observations de terrain vont assez vite vous dire quelque chose parce que c'est un milieu qui est quand même mélangé, moins que l'atmosphère, moins vite que l'atmosphère, mais c'est quand même un milieu qui est mélangé. Et donc vos données quasiment locales, si vous en avez un peu plus que juste en un point, vont être capables de vous dire quelque chose de façon assez générale. Côté biosphère terrestre, c'est compliqué parce que, évidemment, c'est un milieu très fragmenté, des écosystèmes très variables, à des échelles spatiales qui peuvent être très petites. Et donc, ce n'est pas facile de partir du terrain et d'essayer d'obtenir des chiffres à l'échelle globale. Donc je vais commencer par l'inverse et vous montrer comment, à partir de ce qu'on observe dans l'atmosphère ou depuis les satellites, on est capable de vous montrer un peu peut-être des flux à l'échelle régionale. Alors, premier type de méthode, qui sont des méthodes utilisées assez largement, c'est ce qu'on appelle des inversions atmosphériques des flux de CO2. Alors, je vous ai mis ici l'adresse d'un site européen, en fait, du projet Copernicus qui s'occupe de l'observation de la Terre de façon générale. Et donc il y a un projet Copernicus qui s'occupe de l'observation de l'atmosphère, de la chimie de l'atmosphère, et en particulier un des sous-projets qui s'occupe du CO2. Donc ça, c'est ce qu'on est capable de faire avec les données de CO2 dans l'atmosphère. Je vous ai montré toutes ces stations, et puis finalement à la fin, dans mon équation, on faisait la moyenne de toutes ces stations, et puis on n'avait qu'un seul chiffre pour le delta CO2. En fait, à partir de toutes ces stations, on est capable de faire beaucoup de choses et de les utiliser vraiment conjointement. Et c'est ce qui est fait ici dans cette méthode dite d'inversion atmosphérique. Ce que vous faites en fait, c'est vous utilisez les données de CO2 atmosphérique, et en fait vous utilisez les gradients spatiaux entre plusieurs stations de CO2 atmosphérique, et à partir de ces gradients spatiaux et d'une connaissance de la circulation de l'atmosphère, des vents, vous êtes capable de reconstruire les flux à la surface. Donc l'exemple très simple, c'est si vous mesurez, alors là ça marche pour l'océan, mais si vous mesurez le CO2 à New York et en Irlande, et que vous savez que vous avez un flux d'ouest entre les États-Unis et l'Irlande, vous pouvez en déduire, et que le CO2 diminue sur ce trajet-là, vous pouvez en déduire un flux vers l'océan qui correspond à cette période temporelle. Et donc ça, on est capable de le faire avec un formalisme mathématique un peu plus compliqué, de façon globale ici. Et donc là, vous avez, pour le mois de décembre 2012, une estimation des flux nets de carbone à la surface. Et cette estimation, elle est construite à partir de la distribution du CO2 dans l'atmosphère. Alors on utilise même des données satellitales maintenant, de CO2, et puis d'un modèle de transport atmosphérique. Et donc quand on mesure les flux nets de CO2, ce qu'on voit, ce n'est pas quelque chose de très homogène, qui serait une image de ces 2,5 pétagrammes pour l'océan, 2,53 pour la biosphère continentale.
un CO2 qui pénétrerait partout de façon homogène. Non, ce qu'on voit, c'est quelque chose de très dynamique et de très hétérogène. Alors, en bleu, on voit beaucoup d'endroits où en fait, le CO2 il sort. Non, pardon, là on est en décembre. Pardon. En bleu, on voit beaucoup d'endroits où le CO2 il rentre. Donc ça, c'est du CO2 qui quitte l'atmosphère dans l'océan Atlantique. Alors, je dis des bêtises. On est en décembre. Pardon, je vais me reprendre. En bleu, on a en décembre un endroit, on est en hiver où le CO2 sort, et puis en rouge, le CO2 qui rentre. Non, c'est l'inverse que je dis, ouais. D'accord. En rouge, on est évidemment en hiver, c'est de la respiration, le CO2 sort, et donc en bleu, le CO2 rentre dans l'océan ici. Ah oui, évidemment, on est dans le Pacifique équatorial ici, c'est un upwelling, le CO2 sort, et le CO2 rentre dans l'Atlantique Nord à cet endroit-là. Il sort ici autour de l'Islande, donc l'endroit où vous avez ce mélange vertical qui fait sortir du CO2, on reviendra là-dessus, c'est ici. Donc là, le CO2, il sort ici, il rentre dans l'hémisphère sud, parce que vous avez plus de photosynthèse, donc il y a des échanges dans les deux sens. Quand vous regardez un seul mois, c'est compliqué, et donc on a besoin de faire des moyennes temporelles sur plusieurs années, des grandes régions, pour essayer d'obtenir une vision un peu intégrée des régions qui vont pomper et absorber du carbone. Alors, je vous montre ce que donnent ces inversions atmosphériques. Ici, c'est une figure du dernier rapport de l'IPCC, où on vous montre par grande région. On va regarder que les barres orange et rouge. C'est le résultat d'inversions atmosphériques réalisées par plusieurs groupes dans le monde, qui vous montrent le puits ou la source de carbone dans ces différentes régions. Alors, on voit que l'Europe, l'Asie boréale ici, l'Amérique du Nord, sont des puits importants de carbone. Donc c'est des zones où le carbone anthropique, ici, rentre de façon nette. Ici, on moyenne sur toutes les saisons, donc le cycle naturel, respiration importante pendant l'hiver et puis photosynthèse importante pendant l'été, a été évidemment gommé, et donc on regarde le puits net à la fin de l'année. Ce qui nous intéresse parce qu'on a envie de comprendre l'évolution du carbone dans l'atmosphère. Alors vous avez ici des puits nets dans les régions plutôt des hautes latitudes, et puis vous avez dans les tropiques des zones où vous avez plutôt du carbone qui va sortir ici. Donc encore une fois, des choses très contrastées entre les différentes régions. Si on croit les inversions ici, elles nous disent qu'en Amazone, vous avez plutôt un écosystème qui perd du carbone au cours des dernières années. Alors là, pour vous montrer un peu le type d'incertitude, la barre noire, c'est l'incertitude sur les inversions qui est importante. D'autres méthodes ici, plutôt basées sur la modélisation de l'écosystème, vous disent plutôt que l'Amazone, c'est un puits de carbone. Donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur où va le carbone dans la biosphère continentale. Donc cette vision intégrée, qui est une vision atmosphérique de où va le carbone, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'incertitudes parce qu'on a besoin de connaître le transport, par exemple, parfaitement. C'est un problème qui est sous-déterminé, donc on a besoin d'un prior, et donc on a besoin d'un certain nombre d'hypothèses, ce qui fait qu'on a beaucoup d'incertitudes à la fin. Alors j'ai quelques transparences cette fois-ci sur les processus, pour essayer d'aller un peu plus loin. Là, on a juste une vision intégrée. Qu'est-ce qu'on est capable de dire sur la production primaire brute et la façon dont ça bouge? Est-ce qu'on peut descendre dans le sol, etc., etc. Alors je vous montre ici une carte de production primaire brute, qui a été publiée en 2010. Là aussi, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas d'observation directe. On n'est pas capable d'observer la GPP, la production primaire brute, depuis l'espace, de façon directe. Donc on est obligé d'utiliser des techniques un peu indirectes pour dresser ce type de carte. Et donc c'est qu'avec ce type de méthode, et puis leur extension dans le temps, qu'on va être capable de dire oui, on voit la GPP, la production primaire brute, bouger. On voit cet effet de fertilisation sur la photosynthèse, on est capable de descendre au niveau du processus et pas juste de rester au niveau intégratif, au niveau atmosphérique. Donc là, vous avez la GPP. Alors, pour revenir sur les méthodes, en fait, on utilise des données locales de tour à flux où, pour différents types d'écosystèmes, on va mesurer les flux bruts, juste au-dessus de l'écosystème. Et ensuite, sur ces tours à flux, il y en a une centaine dans le monde. Et vous avez ici le site sur lequel on peut récupérer les données de tour à flux. Sur ces différentes tours à flux, ce qu'ont fait Baer et al. Ici dans ce papier Science, c'est qu'ils ont établi des relations statistiques entre la GPP, qui est mesurée localement avec ces tours à flux, et puis la météo, donc température, précipitation, humidité du sol, par exemple, le type de végétation, et des données satellites qui donnent une indication de l'activité photosynthétique de la plante de façon assez indirecte. Et donc, en utilisant les données locales, des relations statistiques, ils sont capables d'obtenir ce type de carte à l'échelle globale. Donc on commence à avoir à l'échelle globale aussi, une distribution de la GPP en fonction des différents types d'écosystèmes. Et là, je vous montre ce transparent qu'a passé Pierre, la production primaire brute ici, qui est comparée au stock de carbone en fonction des différents types de biomes, des forêts tropicales ici, prairies tempérées, et puis vous avez les déserts et les toundras, le stock de carbone estimé pour ces différents types de biomes, et puis ici la GPP
pour ces différents types de biomes. Et vous voyez qu'il n'y a pas de relation vraiment directe entre le stock et le flux. Vous avez certains types de biomes avec des stocks relativement faibles et puis un flux important, et puis d'autres types de biomes où le stock est très important. C'est le cas des forêts tropicales, et puis la GPP assez faible. Donc là, on commence à descendre au niveau du stock. Le chiffre que vous connaissez bien, c'est de l'ordre de 120 milliards de tonnes de carbone par an sous forme de GPP. Donc, encore un point, les 2,5 ou 3 milliards de tonnes de carbone par an qui rentrent dans la biosphère continentale de façon nette chaque année, en fait, on les cherche, si on s'intéresse à la GPP, dans un flux de GPP qui est de l'ordre de 121 ou 120 milliards de tonnes de carbone par an. Donc, on va chercher quand même un petit flux par rapport à ce flux naturel brut de GPP. Alors ensuite, j'ai juste 2-3 autres transparents sur la biosphère continentale. Le contenu de carbone, on s'intéresse beaucoup au carbone dans les sols, parce que finalement, c'est là que vous avez... Ah oui, je reviens sur le stock. Ici, c'est le stock de biomasse, de l'ordre de 600 pétagrammes de carbone dans cette analyse, ici. Donc, en fait, relativement faible par rapport à la quantité de carbone organique qui est contenue dans le sol. Donc, on s'intéresse beaucoup aux réservoirs sol, parce que finalement, c'est là où vous avez beaucoup de carbone, et donc c'est un des réservoirs qui pourrait être sensible au réchauffement climatique. Donc là, c'est une autre table qui m'a été fournie par Pierre. Vous avez, pour différents types de biomes, encore une fois, la répartition ici en concentration du carbone organique du sol, SOC, par horizon, entre 0 et 1 mètre, 1 et 2, 2 et 3 mètres. Et puis ici, vous avez l'intégrale sur 0 à 3 mètres du contenu en carbone organique des sols. Et alors qu'avant, pour la partie biomasse, j'étais autour de 600 pétagrammes de carbone, ici, pour la partie sol, je suis à 2300, donc quasiment 2500 pétagrammes de carbone stockés sous forme organique dans les sols sur les 3 premiers mètres. Donc on a besoin de comprendre quels sont les flux entre la partie aérienne et la partie sol. On a besoin de comprendre aussi quels sont les flux de respiration, de perte du carbone organique des sols, ici avec des données qui sont de plus en plus fréquentes, des manips en laboratoire ou sur le terrain, qui nous permettent de comprendre comment le carbone du sol évolue en fonction des variations des différents facteurs forçants. Alors peut-être un ou deux transparents juste pour parler des mécanismes qui expliqueraient cette augmentation du puits de carbone dans la biosphère terrestre. Pendant longtemps, en tout cas dès les années 50, l'idée c'était que le carbone qui ne s'accumulait pas dans l'atmosphère, il partait dans l'océan, parce qu'on avait compris le mécanisme et qu'il était très simple. La partie biosphérique terrestre, c'est beaucoup plus tard qu'on s'y est intéressé. Et finalement, même aujourd'hui, on est capable de mettre en évidence ce puits de carbone net dans la biosphère continentale, mais quand on s'intéresse au mécanisme, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc j'ai parlé de la fertilisation du CO2, donc principalement pour les plantes en C3 ici, et là on a des données de laboratoire, des données de terrain, mais il nous manque un peu la vision long terme de cet effet-là. Alors je vous montre juste, ici ça c'est une publique assez ancienne de 2001 qui exploitait ce qu'on appelle des FACE experiments, donc Free Atmosphere CO2 Enrichment Experiment. Donc ça c'est, je crois, la forêt d'Harvard. Et ils ont installé ici des tours qui vont émettre du CO2 de façon continue. Et donc sur des patchs de forêt ici, ils vont être capables d'enrichir de façon artificielle l'atmosphère dans laquelle baigne cette forêt. Donc je ne sais pas quelle est la quantité de CO2 émise par ce type de manip ici, mais s'ils suivent ce type d'écosystème pendant un certain nombre d'années, ils ont été capables de démontrer une augmentation de la quantité de carbone stockée dans ces écosystèmes en réponse à l'augmentation du CO2. Donc là, c'est bien juste un effet de fertilisation. On a la même température, la même humidité du sol, la même précipitation, évidemment. Et donc, on regarde où va le carbone. Et ici, il s'intéressait à la partie biomasse. Et donc, il montrait où, et il y a la partie racine ici, il montrait où était le carbone. Évidemment, ici, vous voyez que c'est 2 ou 3 ans. Et donc, on a du mal à extrapoler ces données sur 2 ou 3 ans à une centaine d'années. Et c'est typiquement l'ordre d'échelle temporelle qui nous intéresse ici. Donc, compliqué, des données, mais on a besoin d'aller plus loin. Je reviens simplement sur ces autres facteurs qui pourraient expliquer une partie du puits de carbone vers la biosphère continentale. J'ai parlé de la fertilisation par le CO2 qui paraît être le facteur le plus intuitif, mais vous avez d'autres choses sur lesquelles on travaille de plus en plus. Et en particulier, on s'est rendu compte que la quantité d'azote qui était fournie évidemment aux écosystèmes, que ce soit d'ailleurs les écosystèmes anthropiques, ça paraît évident, mais aussi les écosystèmes naturels, en déposant de l'azote qui est passé par le réservoir atmosphérique, cette quantité d'azote avait très fortement augmenté et pouvait aussi expliquer un déséquilibre photosynthèse-respiration et donc un puits net de carbone. Et puis vous avez d'autres types de facteurs, la variabilité climatique elle-même, le fait que la température moyenne augmente, que la saison de croissance dans l'hémisphère nord aux hautes latitudes augmente également, ça peut aussi expliquer un puits net de carbone.
Et donc on en est encore un peu là, essayer de comprendre le rôle de ces différents facteurs pour expliquer le puits de carbone de la biosphère continentale. Voilà, je passe à l'océan avec quelques transparents, et puis ensuite je terminerai avec la partie couplage climat-carbone. Voilà, alors dans l'océan, on a un cycle compliqué, je vais revenir sur certains de ces éléments de ce cycle, mais je vais commencer par ce flux de CO2 à l'interface air-mer. Je vous ai montré ce qu'on obtenait avec les inversions atmosphériques. On utilise les gradients de CO2 et on reconstruit le flux qui va vers l'océan. Là, on fait pas la même chose, mais on prend le parti de l'océan, on va mesurer le CO2 en surface de l'océan, et à partir de cette mesure du CO2 en surface de l'océan, en fait, on est capable de calculer un flux de CO2 entre l'océan et l'atmosphère. Alors, je reviens un peu sur la méthode, puis ensuite on discutera de ce petit film ici. Donc la méthode, elle est d'abord construite sur une base de données de P de CO2, et sur le fait que si on connaît la différence de pression partielle entre le CO2 dans l'eau et le CO2 dans l'atmosphère, on est capable de calculer un flux de CO2. Et en fait, pour passer du delta P de CO2 au flux de CO2, on a besoin d'une fonction de transfert qui va dépendre du vent, donc de la force du vent, qui va dépendre de l'état de la mer, qui va dépendre de la température, par exemple. Mais on a pas mal de boulot sur ces fonctions de transfert, et donc on est capable d'estimer ce flux de CO2 à partir de ces delta P de CO2. Et aujourd'hui, la communauté scientifique qui mesure le CO2 dans l'eau de mer s'est regroupée, et on a une base de données qui s'appelle SOCAT, où on a aujourd'hui de l'ordre de quasiment 20 millions de points de mesure de CO2 dans l'eau de mer. Et donc cette base de données de points de mesure de CO2 dans l'eau de mer, elle a été construite à partir d'un certain nombre de campagnes océanographiques, un peu partout dans le monde, mais on a maintenant aussi beaucoup de bateaux commerciaux qui sont équipés de capteurs et qui mesurent le CO2 sur leur trajet. Donc ces bateaux commerciaux qui traversent l'Atlantique Nord, le Pacifique Nord, aussi dans les zones tropicales, mesurent le CO2 en continu, et toutes ces données, elles viennent alimenter cette énorme base de données qu'utilisent les scientifiques ensuite pour estimer le flux de carbone à l'interface air-mer. Alors on a l'impression qu'on connaît tout très bien ici. Il y a évidemment des zones où on a beaucoup moins de données, c'est le cas dans l'océan austral. En hiver, très peu de campagnes océanographiques, quasiment pas du tout, et évidemment pas de bateaux commerciaux, donc il y a des endroits où on n'a pas du tout de données. Mais à partir de cette base de données de P de CO2 et de la relation entre le flux et le delta P de CO2, on peut construire, ici pour chaque mois, une carte des flux à l'interface air-mer. Et donc là, on a quelque chose d'assez compliqué finalement, surtout quand on compare cette dynamique temporelle à ce qui se passe côté biosphère terrestre. Côté biosphère terrestre, on a quelque chose d'assez simple qui est en antiphase quand on compare hémisphère nord et hémisphère sud. Pendant le printemps et l'été, les écosystèmes ils pompent du CO2. Pendant l'automne et l'hiver, plus de respiration, ils dégagent du CO2. Et on a quelque chose d'assez équilibré entre hémisphère nord et hémisphère sud, même si ce n'est pas la même quantité de biosphère. Dans l'océan, vous voyez qu'on a des choses très différentes. On a des zones, ici comme le Pacifique équatorial, où vous avez beaucoup de biologie ici dans le pooling, mais ce qu'on observe en tout cas, c'est un océan qui dégage du CO2 en permanence. Donc l'effet biologique, il n'est que secondaire, vu que même pendant le bloom, vous avez un océan qui dégage du CO2 en permanence. Et puis vous avez d'autres zones, ici dans l'Atlantique Nord, où vous allez basculer d'une zone puits à une zone source. Dans la gyre tropicale aussi, vous allez basculer d'une zone source à une zone puits. Et ce qui est intéressant ici pour la partie océanique, c'est que, alors on ne le voit pas très bien sur ce schéma-là, c'est qu'entre une station qui serait ici dans l'Atlantique Nord et puis une station qui serait dans l'Atlantique tropical, sur le cycle saisonnier, vous êtes en opposition de phase, alors que vous êtes dans le même hémisphère. Et ça illustre le fait que le cycle du carbone, c'est de la biologie, donc un bloom phytoplanctonique et puis un mélange avec des eaux qui sont riches en carbone, mais c'est aussi la température et les changements de solubilité. Et donc vous avez des facteurs qui sont opposés l'un à l'autre, qui expliquent ce cycle saisonnier assez compliqué. Voilà. Donc, dans l'océan, on va essayer de chercher du carbone anthropique dans un réservoir immense et très dynamique, avec des facteurs physiques et des facteurs biologiques. Alors, je vais avancer assez vite parce qu'il reste peu de temps. Ici, c'est une coupe qui vous montre une estimation de la quantité de carbone anthropique qu'on retrouve dans l'océan. Alors ça, c'est une coupe dans l'Atlantique, et puis ici, c'est une coupe dans le Pacifique. Alors, peut-être un petit mot sur les unités. Là, vous avez du carbone. Alors, il est sous forme inorganique principalement. Donc, on parle de DIC en anglais, CID en français. C'est peut-être ça qu'il y a dans les bouquins de cours. Carbone inorganique dissous, c'est la somme du CO2, de l'ion bicarbonate HCO3- et puis de l'ion carbonate CO3-. Les concentrations typiques de DIC dans l'océan, c'est de l'ordre de 2000, 2100 micromoles de carbone par litre ou par kilo, même ordre de grandeur. Et ici, vous êtes en micromoles par kilo et vous regardez le carbone anthropique. Donc,
Tout à l'heure, j'ai parlé pour la biosphère terrestre du problème d'essayer de chercher des petites quantités dans une masse de carbone importante. Pour l'océan, c'est encore plus flagrant. On va chercher quelques dizaines de micromoles dans un réservoir naturel qui vaut 2000-2200 micromoles de carbone. Évidemment, quand vous mesurez le carbone, vous mesurez la somme du carbone naturel et du carbone anthropique, celui qui a pénétré dans l'océan parce que le CO2 augmente, et a priori, vous n'êtes pas capable de le séparer. Alors, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs types de méthodes. Une méthode qui peut paraître assez évidente, c'est que vous avez une station qui date des années, une campagne océanographique qui date des années 70 ou 80, qui traversait l'Atlantique par exemple, et vous allez réoccuper la même section 20 ou 30 ans plus tard, et vous allez faire la différence en carbone entre les mesures en 70 et puis les mesures en 2000. Mais évidemment, vous avez un système tellement dynamique à l'échelle saisonnière, à l'échelle interannuelle, à l'échelle décennale, que c'est compliqué et que souvent ce que vous regardez, ce n'est pas du carbone anthropique, c'est de la variation de ce stock énorme qui est un stock naturel. Et donc on utilise des méthodes indirectes. On mesure le carbone, mais en mesurant beaucoup d'autres choses. On va mesurer les CFC, par exemple, qui vont nous montrer comment les masses d'eau, comment cette eau qui est formée en surface pénètre dans l'océan. Donc on va utiliser des méthodes indirectes qui nous permettent de reconstruire le carbone anthropique à partir du carbone total. Et donc là, vous avez dans le Pacifique et dans l'Atlantique une vision de ce carbone qui pénètre. Et donc on le retrouve évidemment plutôt en surface. C'est là où on a les concentrations les plus importantes. Et ça, c'est évident, c'est parce que c'est par là que le carbone pénètre. Mais on voit aussi une grande différence entre les différents bassins et entre les différentes latitudes. Ce qu'on voit ici, c'est que dans les zones tropicales, le carbone pénètre assez peu profondément. On va retrouver dans les quelques centaines de mètres, donc en gros dans la thermocline, jusque dans la thermocline. Et puis quand on monte aux moyennes et hautes latitudes, on va trouver le carbone plus profondément. Et ici, dans l'Atlantique Nord, on va retrouver du carbone anthropique avec cette méthode-là jusqu'à 3000 ou 4000 mètres de fond. Donc là, on a évidemment, et c'est ce qu'on aperçoit ici sur ce schéma-là, une signature très forte de la circulation océanique de grande échelle sur la pénétration de ce carbone anthropique. Donc le carbone anthropique, il pénètre partout en surface, et ensuite il est amené en profondeur avec les grands courants, avec le mélange et puis avec les grands courants marins. Si je prends ces données dans le Pacifique, dans l'Atlantique, qu'on a été capable d'extrapoler à l'échelle globale, ici je vous montre l'intégrale verticale du carbone anthropique dans l'océan. Ici c'est pour l'année 2010, et donc en gros les sections c'était dans le Pacifique et dans l'Atlantique ici, donc là c'est une vision 3D où on a intégré sur la verticale. Et donc on regarde dans quel bassin océanique on trouve beaucoup de carbone anthropique. Et on va retrouver ce que vous avez vu sur le transparent précédent. Ici, vous avez beaucoup de carbone anthropique sur la verticale quand on intègre. Donc là, c'est des moles par mètre carré dans l'Atlantique Nord, parce que vous avez à la fois des eaux froides, donc une solubilité élevée, pas mal de carbone anthropique en surface, et ensuite, il est mélangé. Et donc, vous allez éviter de saturer votre couche de surface, et vous allez pouvoir emmener ce carbone en profondeur, et donc stocker une partie importante de ce carbone. Et puis l'autre zone importante, c'est l'océan austral, où vous allez aussi former... Alors, on forme des eaux profondes ici, en mer de Weddell ou en mer de Ross, mais on forme aussi des eaux intermédiaires et des eaux modales, je ne sais pas, peut-être vous en parlerez cet après-midi avec Sabrina, qui vont intégrer aussi beaucoup de carbone anthropique. Et donc ce carbone anthropique-là, il est plutôt à quelques centaines de mètres de profondeur, jusqu'à 1000-1500 mètres de profondeur ici, et celui-là, il va nettement plus profond, jusqu'à 2000 ou 3000 mètres de fond. Donc là, on est capable, finalement, avec une méthode top-down, c'est celle que je vous ai détaillée au début de cet exposé, on regarde le CO2, on peut faire des inversions, on sait quelle est la quantité de CO2 qui rentre dans l'océan. Ensuite, on a des méthodes à l'interface air-mer. Je mesure le CO2, la différence de pression partielle, et là aussi, je suis capable d'intégrer et de regarder ce flux de carbone à l'interface air-mer. Et puis ensuite, je peux aller dans l'océan et mesurer le stock de carbone anthropique. Et grâce à ces trois méthodes, pour l'océan, on a une vision nettement plus cohérente du cycle du carbone que ce qu'on a pour l'instant sur la biosphère continentale. Ce n'est pas parce que je suis spécialiste de l'océan, je pense que Pierre dirait la même chose. Voilà. Et donc, quand on mesure le carbone anthropique dans l'océan, on a de l'ordre de 155 milliards de tonnes de carbone, ou 10 puissance 15 grammes de carbone. Et ça, c'est cohérent avec les schémas que je vous ai montrés tout au début, où on voyait l'évolution du bilan depuis 1850. Alors, un point d'importance, ici, c'est une phrase en anglais, parce qu'elle est tirée du rapport de l'IPCC en 2001, qui permet aussi de faire le point sur beaucoup de choses qu'on entend et qui sont souvent un peu contradictoires. Vous avez entendu, j'imagine, même si ce n'est pas ce que vous enseignez, mais que l'océan pompe du carbone grâce au phytoplancton. Et donc ça, c'est évidemment un raccourci. Donc, ce n'est pas le cas. Ce que dit l'IPCC et ce que disent les scientifiques, c'est que malgré l'importance des processus biologiques pour le cycle naturel du carbone, donc le gradient de carbone naturel dans l'océan, il est lié à l'existence du phytoplancton et de la pompe biologique. Donc malgré cette importance, le puits de carbone anthropique dans l'océan, c'est
principalement et quasiment majoritairement à un processus qui est physique et chimique. Donc c'est un processus physique-chimique qui se surimpose à un cycle du carbone qui, lui, est largement piloté par la biologie. Donc en fait, on n'a pas besoin d'invoquer une augmentation de la productivité du phytoplancton pour expliquer le puits de carbone dans l'océan. Donc ça, c'est très différent de la biosphère terrestre. La biosphère terrestre, si vous voulez un puits, dans la biosphère continentale, il vous faut plus de photosynthèse que de respiration ou de feu. Côté océan, en fait, pour l'instant, on n'a pas détecté de variation de la production du phytoplancton qui serait capable d'expliquer le puits de carbone. Donc c'est un processus physico-chimique qui se surimpose à un cycle naturel qui, lui, est piloté par la biologie. Juste peut-être un point pour revenir sur ce qu'on entend de temps en temps. Vous avez aussi entendu le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Alors on peut dire que le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène qui est produit dans le système Terre de façon biologique. Mais cet oxygène, en fait, il est consommé dans l'océan. Et le flux net lié au phytoplancton entre l'atmosphère et l'océan, d'un point de vue biologique, il est égal à zéro. Donc l'oxygène qu'on respire, ce n'est pas le phytoplancton qui nous le fournit chaque année. Je reviens encore, j'ai 2 transparences sur l'océan, et puis ensuite, il me reste peut-être 10 minutes sur le couplage climat-carbone. Alors, qu'est-ce qui limite l'absorption de CO2 par l'océan? Donc là, je vous ai montré que c'était un processus physico-chimique. Alors, quels sont les facteurs physico-chimiques qui limitent cette absorption? Pourquoi est-ce que l'océan n'absorbe pas la totalité des émissions? Ou combien de temps est-ce qu'il lui faudrait pour absorber la totalité des émissions? Donc, je parle un tout petit peu de chimie d'abord, et puis ensuite un tout petit peu de physique. Donc, une équation très simple. La chimie des carbonates, c'est en fait le premier facteur qui va limiter la pénétration du carbone dans l'océan. En fait, le CO2, c'est une toute petite fraction de ce que j'ai appelé tout à l'heure le carbone inorganique dissous, DIC. C'est ici. Oups, c'est ici. Le CO2, ça représente 1% du DIC. Et donc, quand le CO2 il pénètre par diffusion dans l'eau de mer, il va se combiner à une molécule d'eau et puis à un atome de carbonate pour donner un ion carbonate pour donner deux ions bicarbonate. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tampon, c'est le fait qu'on va tamponner le CO2 avec cette équation, cette réaction chimique ici. Et donc ce qui est en train de se passer dans l'océan aujourd'hui, c'est que vous consommez les ions carbonates en les faisant réagir avec du CO2, et donc au fur et à mesure que le temps progresse et que l'océan absorbe du CO2, vous avez de moins en moins d'ions carbonates. D'où le problème de l'acidification. Et donc ça peut paraître un peu contre-intuitif, on rajoute du CO2 dans l'océan, mais vous avez moins d'ions carbonates. En parallèle, le pH diminue, et moins d'ions carbonates, ça veut dire aussi plus de difficultés pour les organismes qui calcifient. Mais moins d'ions carbonates, ça veut aussi dire plus de difficultés pour l'océan dans son ensemble à absorber du carbone anthropique. Vous saturez chimiquement l'océan parce que vous diminuez la concentration d'ions carbonates. Donc ça, c'est connu depuis très longtemps, ça a été exprimé ici par Revel, dont j'ai déjà parlé dans les années 50, en 1957. Et donc il y a un célèbre facteur qu'on appelle facteur de Revel qui permet d'exprimer la quantité de DIC, de carbone que je peux mettre dans l'océan pour une augmentation de P de CO2 donnée. Et donc c'est normalisé par le P de CO2 de l'atmosphère au départ et puis par le DIC dans les eaux de surface. Donc ça vous dit, et c'est un facteur qui est inverse, donc si mon P de CO2 augmente de 10%, de combien peut augmenter mon carbone dans l'océan? Et ce chiffre-là, ce facteur de Revel, il bouge dans le temps parce que votre système devient plus saturé. Et donc c'est ce qu'on a ici. Quand vous augmentez votre CO2, en fait, le facteur de Revel, il augmente. Et quand le facteur de Revel augmente, ça veut dire que vous pouvez mettre moins de DIC pour une augmentation de P de CO2 équivalente. Et donc vous avez un système qui est plus saturé. Donc ça, juste avec cette équation-là et quelques considérations, on arrive à très bien expliquer cette saturation chimique du puits de carbone dans l'océan. Je parle un tout petit peu de physique maintenant. On a parlé de l'océan austral et de l'importance de l'océan austral. Je vais vous montrer que c'est compliqué. Donc l'océan, le CO2 anthropique, il se dissout dans cette couche de surface qui est très bien mélangée. Et donc vous avez un effet chimique de saturation dans cette couche de surface. Mais ensuite, ce qui va être important, c'est la vitesse à laquelle ce carbone anthropique dans la couche de surface est transporté, diffusé vers l'océan profond. Est-ce qu'on n'utilise que 100 mètres d'épaisseur de l'océan, ou au contraire, est-ce que l'océan est capable de stocker ce carbone dans 4000 mètres d'épaisseur en moyenne, ce qui permettrait évidemment d'éviter une saturation trop rapide. Et donc on s'intéresse à la façon dont le carbone est transporté de cette couche de surface à la profondeur. Et donc ici, comme les géologues parlent de subduction, on parle aussi de subduction dans l'océan, mais cette fois-ci de subduction de masse d'eau ou de subduction de carbone. Et donc c'est les processus physiques qui vont faire passer les masses d'eau, l'eau, et ce que contiennent ces masses d'eau, de la couche de surface à la couche de subsurface ou la profondeur. Et ici, vous avez
Donc ça, j'ai pas mis la référence ici, Salé et al., un papier dans Nature Géosciences il y a à peu près 3-4 ans, qui estimait à partir d'observations ce flux de carbone anthropique à la base de la couche de mélange. À quelle vitesse est-ce que le carbone qui se stocke dans cette couche de surface traverse cette base de couche de mélange pour aller dans l'océan profond? On est là à 100, 200 mètres de profondeur. Et ce que montrait Salé et al. Ici pour l'océan austral, c'est que c'est très compliqué. Vous avez des zones où le carbone subducte, en rouge ici, et puis des zones où le carbone anthropique qui remonte dans la couche de surface. Parce que vous avez des masses d'eau qui remontent dans la couche de surface et elles contiennent un peu de carbone anthropique. Et donc on a à l'intérieur de l'océan un cycle et des flux assez compliqués entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe en subsurface. Et on a besoin évidemment de connaître et de comprendre ces mécanismes physiques qui régulent le transfert de carbone de la surface à la subsurface pour être capable de calculer l'évolution de ce flux au cours des prochaines décennies. Voilà, donc là, j'ai évidemment en 20 minutes pas fait un tour d'horizon très complet des processus dans l'océan et dans la biosphère continentale qui régulent et qui expliquent ce puits de carbone anthropique. J'ai essayé de vous donner juste quelques exemples et quelques éléments. Je veux parler maintenant de la rétroaction climat-carbone. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Pour vous dire que ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Je mets du CO2 dans l'atmosphère, il se répartit entre biosphère continentale et puis océan. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'un climat qui change va perturber les puits naturels de la biosphère continentale et de l'océan. Alors pour l'océan, c'est évident. J'ai parlé de la solubilité. Si vous réchauffez votre océan de surface, le CO2 est moins soluble et donc vous allez être capable d'absorber moins de CO2. Si vous changez la façon dont les masses d'eau sont transférées entre la couche de surface et la couche de subsurface, vous allez aussi changer l'efficacité de votre puits de carbone. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et pour la biosphère continentale, il y a évidemment des effets, des changements de température ou des changements de précipitation sur la façon dont votre écosystème va faire de la photosynthèse ou sur la respiration du sol, par exemple, en lien avec la température. Et donc, ces puits de carbone sont affectés par le climat. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une boucle, une rétroaction évidente. Alors, on va discuter de son signe tout à l'heure, mais une rétroaction évidente entre CO2, changement climatique, puits de carbone qui vont rétroagir sur le CO2. Donc, ce qu'on peut imaginer de façon très simple ici, c'est que le CO2 augmente, ça fait changer le climat diminue l'efficacité des puits, c'est ce que je montrerai, et donc le CO2 augmente plus vite, ce qui fait bouger le climat plus vite, etc. C'est ça la rétroaction climat-carbone positive. Alors est-ce qu'on a des traces dans le passé de rétroaction climat-carbone? Évidemment. Vous connaissez les cycles glaciaires-interglaciaires. Ça, c'est le CO2 à Epica. Ça, c'est les estimations de température. Ah non, c'est carrément le delta deutérium, ici aussi en Antarctique, donc une estimation de la température régionale en Antarctique, et vous avez un lien très fort entre CO2 et température. Alors il y a le CO2 qui explique une partie du changement de température, mais ce changement de CO2, lui, il s'explique entièrement par un effet du climat sur le CO2. Là, il n'y a pas d'émissions anthropiques, évidemment. Et donc si le CO2 a baissé ou si le CO2 a augmenté, c'est parce que le climat a changé. Donc ça, c'est un signe très clair d'une rétroaction climat-carbone dans le système. Donc quand le climat se réchauffe, le CO2 augmente. Quand le climat se refroidit, le CO2 diminue. Donc là, je ne suis pas en train de dire que les mécanismes qui agissent sur ces échelles de temps-là sont ceux qui vont agir au cours des prochaines décennies, mais ça, c'est un signe très clair du rôle, de l'existence d'une boucle de rétroaction climat-carbone. Donc on comprend beaucoup de choses pour le cycle glaciaire-interglaciaire. On sait que c'est des échanges avec l'océan. Donc on sait que ces baisses et ces augmentations du CO2, c'est le stock de carbone dans l'océan qui a varié, et ce n'est pas la biosphère continentale. Elle a plutôt joué dans l'autre sens. On a des indices grâce au delta C13 qui nous indiquent tout ça. Et ici, vous avez sur une échelle de temps complètement différente, cette fois-ci, on regarde des variations interannuelles du taux de croissance du CO2. Donc là, en vert, c'est le taux de croissance du CO2 entre 1960 et 2012. Donc c'est les données de Mauna Loa. C'est la même chose que ce que je vous ai montré avec les petites barres bleues tout au début. Des années où le CO2 augmente fortement, et puis des années où le CO2 augmente beaucoup moins fortement. Et donc c'est positif et négatif parce qu'on sait juste l'anomalie par rapport à une tendance long terme qui est liée aux émissions anthropiques. Et puis par-dessus a été rajoutée une courbe de température, et cette fois-ci, c'est la température tropicale de surface, je crois uniquement prise sur les continents. Et ce qu'on voit ici, c'est que sur cette échelle de temps-là, on a une corrélation très importante entre la température et le CO2. Et donc là, c'est évidemment pas le CO2 qui explique les variations de température sur ces échelles de temps-là, parce que le CO2, là, il varie d'un demi-ppm ou d'un ppm. C'est plutôt l'inverse, c'est le fait que le climat varie sur ces échelles de temps interannuelles qui va affecter les puits de carbone et qui va faire varier le CO2 de l'atmosphère. Et donc là, on peut repérer ça, les barres ici un peu sombres, c'est les événements ENSO, les événements El Niño.
Et on voit que l'année où le CO2 a augmenté très vite dans l'atmosphère en 1998, ça correspond évidemment à une année El Niño. Le CO2 en fait a augmenté très vite aussi en 2015 et il va augmenter très vite en 2016 à cause du très fort ENSO qu'on est en train de vivre. Et donc il y a un lien très fort bien démontré entre ENSO, variabilité climatique et taux de croissance du CO2. Il y a encore des questions sur quelles sont les régions qui sont le plus touchées, mais c'est de la biosphère continentale. C'est le fait qu'ENSO, pour l'océan en fait ça joue dans l'autre sens. ENSO va plutôt favoriser un puits de carbone vers l'océan. Et la biosphère terrestre, ENSO va favoriser un dégazage de carbone, souvent en lien avec des sécheresses et des feux côté Australie, Indonésie, mais potentiellement aussi d'autres régions du monde qui pourraient répondre. Bon, ces deux exemples, ils vous montrent bien le lien entre le climat, pour la biosphère terrestre, pour l'interannuel ici, pour l'océan pour du plus long terme, et le cycle du carbone. Alors je vous montre peut-être un ou deux résultats pour essayer de résoudre ces questions ou d'estimer cette rétroaction climat-carbone. En fait, on utilise des données dans le passé et des modèles qui représentent à la fois le cycle du carbone et le système climatique. Et donc, on va forcer ces modèles avec des scénarios d'émissions et on va regarder à quelle vitesse augmente le CO2 et on va aussi essayer de comprendre quel est le rôle de cette rétroaction climat-carbone dans l'évolution du climat. Alors voilà, ça c'est un transparent pour vous montrer comment sont construits ces modèles de carbone qui sont couplés dans des modèles de climat tridimensionnels. Sabrina parlera un peu de la partie océan cet après-midi. Et puis là, je vous montre juste un petit film entre 2000 et 2100 qui vous montre des anomalies de température en surface, le climat se réchauffe, le carbone pénètre dans l'océan, là dans l'Atlantique Nord, et puis le carbone se stocke aussi ici dans l'Amazone et puis dans l'hémisphère nord. Et donc c'est à partir de ce type de simulation qu'on est capable de nous intéresser au couplage climat-carbone. Je vous montre simplement deux résultats sur ce couplage climat-carbone pour vous montrer qu'il est positif, mais qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Donc la première publication un peu historique sur cette thématique-là, c'est 2000 dans Nature. Et donc ces scientifiques anglais là, du Met Office en Angleterre, ils ont utilisé ce type de modèle. Donc c'est des modèles climatiques auxquels vous couplez une représentation du cycle du carbone dans l'océan et dans la biosphère continentale. Et avec un modèle, finalement, vous pouvez faire plusieurs expériences de sensibilité. Et donc, ils ont réalisé deux expériences avec les mêmes émissions. Une expérience dite toute couplée, où le climat affecte l'efficacité des puits, et puis une expérience dite découplée ou non couplée, dans laquelle le climat change, mais il n'affecte pas l'évolution des puits. Donc, vous avez des puits de carbone qui continuent à avoir un climat pré-industriel. Ils absorbent du CO2, donc vous allez avoir l'effet chimique dans l'océan, mais vous n'avez pas de changement climatique pour les puits. Et donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'évolution du CO2 dans le cas en bleu où on est découplé, et puis dans le cas en rouge où on est couplé. Et ce que montraient ces scientifiques en 2000, et c'est ce qui a un peu lancé cette thématique de recherche, c'est que si on tient compte de la rétroaction, on se retrouve en 2100 pour les mêmes émissions, donc pour le même scénario, avec un CO2 qui est de 200 ppm plus élevé dans l'atmosphère. Donc là, c'était un facteur de premier ordre sur notre estimation de l'évolution du CO2 et donc du système climatique. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas compte de la rétroaction, si la rétroaction est aussi importante qu'ils le disent à l'époque, si vous ne tenez pas compte de la rétroaction, vous visez 2 degrés, mais vous terminez à 3 degrés, par exemple, parce qu'on se trompe d'un facteur de premier ordre. Voilà. Et donc, dans cette simulation-là, ils avaient un mécanisme intéressant qui était lié au fait que la forêt amazonienne disparaissait petit à petit en réponse principalement à un assèchement, et donc une grosse partie du carbone qui était stocké dans les sols se retrouvait dans l'atmosphère. Alors depuis, il y a beaucoup d'autres groupes qui se sont emparés de cette question-là, qui ont fait des simulations, et je vous montre peut-être juste cette figure ici, qui vous montre l'augmentation de température pour un scénario donné, donc pour un scénario d'émission donné entre 2000 et 2100. Ici en noir, vous ne tenez pas compte de la rétroaction climat-carbone, et puis en rouge, c'est des modèles qui tiennent compte de la rétroaction. Donc évidemment, le réchauffement en rouge, il est plus élevé qu'en noir, mais vous voyez que c'est l'incertitude qui grandit fortement. Vous avez des modèles ou des estimations dans lesquelles la température n'augmente pas plus vite que si vous ne tenez pas compte de la rétroaction, et puis d'autres où vous avez une très forte rétroaction climat-carbone. Et donc on a besoin de comprendre pourquoi il y a cette incertitude, à quoi elle est liée, quels sont les types de processus qui sont importants pour expliquer l'incertitude, pour expliquer la rétroaction climat-carbone. Et ça, c'est des thèmes de recherche qui sont très actifs en ce moment. Donc j'ai un certain nombre de transparents que je vais sauter du coup, qui rentraient un peu dans le détail des mécanismes de cette rétroaction climat-carbone. Voilà, je vais terminer avec 2-3 transparents. Et avec cette figure-là, alors elle est un peu floue, mais c'est vraisemblablement une des figures les plus importantes du dernier rapport de l'IPCC. Peut-être la plus importante du dernier rapport de l'IPCC. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'elle a été présentée par le président de l'IPCC ou le chair de l'IPCC lors de la parution du dernier rapport.
Alors cette figure, finalement, elle va inclure ce que l'on connaît du fonctionnement du cycle du carbone, ce que l'on connaît du fonctionnement du système climatique, et elle va relier directement les émissions cumulées de CO2 anthropique depuis 1870, donc on est en gigatonnes de CO2 ici, et puis en ordonnée ici, vous avez l'augmentation de température, le delta T relatif au pré-industriel. Donc si vous vous rappelez l'accord de Paris, 2 degrés par rapport au pré-industriel, donc on est à 2 degrés ici, et voire 1,5 degrés, ce qu'il y a aussi dans l'accord de Paris. Ce que montrent toutes les simulations qui ont été réalisées, avec le couplage climat-carbone, en tenant compte de multitudes de scénarios, émissions très limitées au cours des prochaines décennies ou émissions importantes, on s'aperçoit qu'il y a de l'incertitude, certes, mais qu'on a une relation quasi linéaire, en fait, entre les émissions cumulées de CO2 et l'augmentation de température. Donc ça veut dire que pour un target ou un objectif de delta T, ici 2 degrés, on est capable de dire quelle est la quantité de CO2 qu'on a le droit d'émettre de façon cumulée. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec ce petit vecteur noir. Je prends 2 degrés, alors j'ai de l'incertitude certes, je prends 2 degrés, mais en reportant, grâce à cette relation CO2 cumulé et température, l'axe des ordonnées sur l'abscisse ici, j'obtiens de l'ordre de 3000. Alors on obtient de l'ordre... En fait, 2900 ici, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas que le CO2, mais en termes de CO2, ce qu'on obtient, c'est que pour 2 degrés, on a le droit d'émettre de l'ordre de 2900 pétagrammes de carbone. On en émet 10 par an, de plus en plus chaque année, et on a déjà émis plus de la moitié, de l'ordre de 1700 pétagrammes de carbone. Donc il en reste de l'ordre de 1100, 1200 à émettre. Pardon, là j'ai dit des bêtises sur les valeurs. Là je suis en pétagrammes de CO2, et ici, le pétagramme de CO2, c'est là qu'il faut regarder. Et quand je parlais des pétagrammes de carbone pour les émissions, c'était du carbone et pas du CO2. Donc là vous avez les deux. Hein. Vous avez les pétagrammes de carbone et les pétagrammes de CO2. Donc je vous le fais en pétagrammes de CO2. On a le droit à 3000 pétagrammes de CO2. On en a émis un peu plus de la moitié, 1800 disons, donc il nous reste 1200 pétagrammes de CO2. On en émet 40 par an, donc ça fait 30 ans au niveau actuel. Mais comme ça augmente, on a moins que 30 ans si on veut, ici, rester à ce plus 2 degrés. Et en termes de trajectoire d'émissions, voilà. Donc derrière les 2 degrés, il n'y a pas la valeur des émissions dans l'accord de Paris, mais en fait, elle pourrait y être. Elle est dans le rapport du GIEC, et elle est quand même derrière... Chaque fois qu'on dit 2 degrés, derrière, il y a une trajectoire d'émissions, ou en tout cas une quantité d'émissions cumulées. Voilà ce que ça veut dire 2 degrés. Ça, c'est les émissions historiques jusqu'en 2014. Et puis ça, c'est les différents scénarios qui ont été regardés par les climatologues. Donc il y en a plein des scénarios. Les scénarios qui permettent de rester avec une probabilité importante sous les 2 degrés, c'est les scénarios bleus. C'est le scénario bleu ici. Et donc vous voyez que ce scénario bleu, c'est 2 degrés, ça veut dire pic des émissions en 2020, réduction des émissions importantes, moins 50% en 2050, et des émissions qui sont en dessous de zéro avant la fin du siècle. Donc derrière les plus de degrés, c'est ça qu'il y a. Donc il faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire en termes de CO2. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous nous avez présenté un système de 2 équations à 2 inconnues là, au début. Et si j'ai bien compris, en fait, vous utilisez la détermination du flux atmosphère, biomasse terrestre pour déterminer ce qui part dans l'océan. Et avec détermination d'un coefficient bêta de transfert. Et après, il y a un certain nombre de processus que vous nous avez montrés, mais il y a... Enfin, finissez votre question. Ouais, en fait, il y a un des processus que vous n'avez pas évoqué qui est l'effet priming, là, le fait que la chute l'alimentation des sols en matière organique fraîche pourrait avoir un effet sur le déstockage du carbone ancestral. Est-ce qu'on a des données là-dessus et comment c'est pris en compte dans le calcul de votre fonction de transfert? Alors là, en fait, ici, je n'ai pas de fonction de transfert. Le bêta et le alpha, c'est des coefficients connus a priori. C'est les coefficients stoichiométriques qui relient O2 et CO2 pour photosynthèse et respiration pour le bêta, et qui relient O2 et CO2 pour les émissions de carbone anthropique. Donc là, dans le bêta, on fait l'hypothèse que mon écosystème terrestre à l'échelle globale, il a un coefficient stoichiométrique fixe autour de 1,09. Alors comment ça a été obtenu? C'est les scientifiques qui sont amusés à brûler du sol et la végétation qui était par-dessus et qui ont obtenu ce type de coefficient stoichiométrique. Donc c'est un peu plus que 1 parce que vous avez évidemment pas que des glucides et donc on est un peu plus que 1 pour le coefficient stoichiométrique. Donc là-dedans, en fait,
Quand on fait cette séparation-là, on n'a pas besoin de savoir quels sont les processus si ce coefficient stoichiométrique ne varie pas dans le temps. Si le coefficient stoichiométrique varie dans le temps, on est un peu gêné et sûrement qu'il y a une incertitude qui est liée à ce facteur-là. Ça serait sûrement une incertitude de deuxième ordre, parce que là, le comportement entre l'océan, où le coefficient stoichiométrique c'est 0, et la biosphère, où il vaut 1,09, même si c'est passé de 1,09 à 0,1,09 à 0,1,095, ça ne fera pas beaucoup changer le ratio entre océan et biosphère terrestre. Par contre, le priming effect, pour l'instant, on n'a aucune idée d'estimation à l'échelle globale de son effet. On commence à avoir des modèles qui commencent à incorporer ce type de mécanisme, mais la plupart des modèles couplés climat-carbone que j'ai montré à la fin, il n'y a pas de priming effect. Il y a dans le sol 2 réservoirs, du carbone lent, du carbone rapide, une fonction de la température, et c'est tout. Donc pour l'instant, on représente les choses de façon très simpliste dans ces modèles couplés climat-carbone. On a besoin d'avancer sur notre connaissance des processus, et là, il y a des gens qui bossent de façon théorique, avec des manips en laboratoire ou sur le terrain, et avec des modèles locaux plus théoriques, et puis qui intègrent ça dans des modèles grande échelle. Donc là, ça avance pas mal de ce côté-là. Ouais. Et puis j'ai une question plus anecdotique. Il y a des zones de l'océan qui sont peu explorées. Vous avez pensé aux navigateurs du Vendée Globe là, qui vont bientôt partir pour les équiper en capteurs? Oui, alors les navigateurs du Vendée, je sais qu'il y a des bateaux à voile. Alors je ne me rappelle plus du nom du projet, mais il y a un ancien skipper qui a fait de la course autour du monde aussi, et qui a 2 ou 3 bateaux à voile, alors qui font pas le Vendée Globe, mais qui se baladent aussi dans l'océan austral et qui mesurent le CO2. Donc ils ont à bord un système de mesure du CO2. Pour revenir sur cet océan-là, donc il y a beaucoup d'initiatives en ce moment sur l'océan austral, parce que c'est 40% du puits de carbone dans l'océan, et c'est un océan qui est très inexploré. Donc on peut équiper... Donc en gros, les différentes techniques, c'est on envoie des bateaux scientifiques, océanographiques, pour aller mesurer le CO2, ce qu'on fait avec le Marion Dufresne en France depuis longtemps, entre La Réunion, Kerguelen, Crozet, etc. Donc on a pas mal de données dans ce coin-là. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est d'équiper des bateaux qui ne sont pas des bateaux scientifiques, des bateaux à voile par exemple. La troisième technique, c'est d'équiper des bouées. Et donc vous savez qu'on a un système de bouées, le réseau Argo, qui couvre l'ensemble de l'océan. Sabrina en parlera sûrement cet après-midi, qui mesure température et salinité. On commence à équiper ces bouées de senseurs qui mesurent le pH. Et à partir du pH et d'estimation de l'alcalinité, on est capable de reconstruire le P de CO2. Donc on aura bientôt un réseau de bouées dans l'océan austral ou dans l'océan mondial qui mesurera le carbone en direct. Et puis peut-être un dernier point plus anecdotique, on équipe aussi des mammifères marins, de capteurs sur la tête. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Et ces mammifères marins, les éléphants de mer en particulier, ils plongent à 2000 mètres, certains. Ils remontent en surface, ils transmettent leurs infos par satellite. Donc aujourd'hui, c'est TS, l'oxygène. Demain, ça sera peut-être le pH et donc le système des carbonates. Peut-être une question anecdotique, mais l'un des principaux puits de carbone au niveau océan, c'était l'Atlantique Nord, avec sa descente profonde. Si cette descente est malmenée par exemple, des eaux douces qui sont juste à côté, est-ce que tout le système que vous avez présenté risque pas d'être largement modifié? Voilà, donc ça, c'est typiquement un des mécanismes auxquels on s'intéresse quand on s'intéresse au couplage climat-carbone. C'est comment ce puits de carbone océanique est perturbé par le changement du climat. Et dans ce changement du climat, il y a un effet très simple qui est la solubilité dont j'ai parlé. Et puis il y a les effets qui sont liés aux modifications de la circulation océanique. Et donc là, je vous montre sur celui-là. Ça, c'est une estimation, c'est une carte d'estimation du facteur climatique, de combien 1 degré de réchauffement réduit le puits de carbone vers l'océan. Et en bleu, c'est une réduction du puits de carbone vers l'océan quand le climat se réchauffe. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, l'Atlantique Nord, c'est la zone principale où ce facteur climatique sur le puits de carbone va s'exprimer, et c'est en partie lié à ces changements de circulation. Et donc au fait qu'on a du carbone anthropique en surface, mais si on réduit, et c'est ce qui se passe dans ces modèles-là, la formation d'eau profonde, on va amener moins de carbone en profondeur et on va saturer plus vite l'océan de surface. Alors c'est un système compliqué parce que donc il y a le carbone anthropique, beaucoup en surface, peu au fond. Si je réduis le mélange, j'amène moins de carbone au fond. Donc ça, c'est très simple. Maintenant, j'ai du carbone naturel. Et le carbone naturel, j'en ai peu en surface et beaucoup au fond. Donc si je réduis le mélange, ça, c'est plutôt bon pour que l'océan absorbe du carbone, parce que j'ai moins
de ce carbone anthropique qui est stocké dans l'océan profond qui est mélangé avec les eaux de surface. Donc il faut tenir compte de tous ces facteurs, il faut tenir compte de l'alcalinité, du changement de la pompe biologique, et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici avec ces modèles climat-carbone. Donc non, ce n'est pas anecdotique, c'est un processus très important. Non, puisque tu as dit que le facteur biologique dans l'océan semblait de moindre importance, c'est-à-dire que les expériences de fertilisation qu'on a fait dans les océans, est-ce que tu y crois, est-ce que tu n'y crois pas, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ce que j'ai dit pour la biologie, c'était que sur les échelles de temps des dernières décennies, ce n'était pas des changements de la pompe biologique qui expliquaient le puits de carbone. Ça ne veut pas dire que sur des échelles de temps plus longues, le glaciaire interglaciaire par exemple, ou même quelques centaines d'années dans le futur, la pompe biologique n'est pas d'importance, là au contraire. Dans le feedback, la rétroaction climat-carbone, la pompe biologique a de l'importance. Donc les histoires de fertilisation par le fer, si j'y crois, oui, le phytoplancton est limité par le fer. Quand on rajoute du fer, on voit un bloom phytoplanctonique et on voit du CO2 qui est pompé. On sait que ça explique une partie des 100 ppm glaciaire interglaciaire, pas tout, peut-être 10-15 ppm sur les 100 ppm, cette fertilisation par le fer. Est-ce que je crois aux méthodes de géo-ingénierie qui utilisent la fertilisation par le fer? Non, parce que c'est compliqué, parce que c'est finalement pas très efficace sur des échelles de temps courtes. Mais il y a beaucoup de choses à faire autour du fer, autour du cycle du fer et du lien entre le fer et le carbone dans l'océan. Bon, il y a une question que vous ne m'avez pas posée qui... Non, t'as pas le droit. Dans mon dernier transparent, je montre qu'il faut qu'on arrive à des émissions négatives. Vous ne dites pas c'est quoi des émissions négatives, comment on fait des émissions négatives. Allez, on te le demande. Non, parce que les puits naturels, que ce soit dans la biosphère terrestre ou dans l'océan, ils nous rendent service aujourd'hui, mais quand on va stabiliser le CO2, quand on va réduire les émissions, ils vont pomper de moins en moins de CO2. Ils vont pomper de moins en moins de CO2 parce que ce qui est à l'origine du puits, c'est le fait que le CO2 augmente. Et donc, ce puits négatif, on ne peut pas y arriver avec les puits naturels. Vu que si vous stabilisez le CO2, donc si on diminue les émissions, que le CO2 se stabilise, le puits de carbone océanique, il diminue. Le puits de carbone continental, l'effet de fertilisation, il diminue petit à petit. Donc on se retrouve avec des puits naturels nuls. Donc ces puits-là négatifs, c'est des puits artificiels, ou c'est des puits managés. Donc c'est du biofuel que vous utilisez pour faire de l'électricité, vous récupérez le CO2, vous le stockez, ou alors de l'ophycalcite, là, il est encore là, voilà. On envoie du CO2 sur des basaltes, et puis on espère que vous allez former des carbonates à haute température et stocker du CO2. Je ne sais pas combien ça coûte encore, mais voilà, il faut trouver des méthodes qui enlèvent du CO2 de l'atmosphère, en plus du fonctionnement naturel des puits. C'est ça qu'il y a derrière ces émissions négatives. Parce que là, dans cette courbe d'émissions négatives, on a déjà tenu compte du fait que les puits naturels fonctionnent et vont évoluer en réponse au CO2, au climat, etc. Ce n'est pas des quantités du tout anecdotiques, ce puits négatif. Ce n'est pas des quantités anecdotiques. Si on veut suivre cette trajectoire d'émissions-là, ça veut dire qu'on aura besoin... Alors ça, en plus, c'est des émissions négatives. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est qu'il y aura toujours des émissions positives pour quelques secteurs. Là, les émissions négatives, c'est des émissions négatives nettes. Donc c'est des émissions négatives qui permettent de compenser des émissions positives, plus qui nous amènent du côté négatif. J'imagine que le transport aérien, on utilisera vraisemblablement encore du pétrole et du kérosène pour quelques dizaines d'années. Donc on a besoin de techniques qui nous amènent ici en net negative global emissions. Donc non, il faut que ça soit... Alors aujourd'hui, c'est quasi zéro, mais sur quelques décennies. Et alors certains expliquent que les technologies sont déjà en partie là, d'autres disent que les technologies ne sont pas encore là et qu'on espère qu'elles vont apparaître. Alors il y a la technologie qui semble être là, c'est quand même le biofuel. Puis ensuite vous faites de l'électricité et vous capturez le CO2 en sortie de centrale et puis ensuite vous le stockez. Le problème c'est la surface, ça coûte cher et puis c'est la surface. Si vous faites du biofuel, vous nourrissez pas 9 milliards d'habitants, vous ne préservez pas la biodiversité, enfin bon, voilà. Donc c'est un peu là-dessus que les gens discutent. Merci Laurent.